Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée, cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Space Cake numéro 42, questions-réponses juste après les meet-ups qui se sont passés hier. On va prendre vos questions, celles qui ont été déjà posées en commentaire en dessous du tweet d'annonce. Et si vous avez des questions en direct, vous demandez la parole en bas à gauche, vous activez votre micro et vous pouvez venir nous poser la question en direct si vous en avez une. Vous pouvez également interagir dans le chat directement si vous le souhaitez. Alors, première question, merci à tous ceux qui nous ont posé des questions déjà. Question de Comcom qui nous dit « J'ouvre un canal LN avec une personne avec mes fonds. Il y a eu des transactions qui sont passées par ce canal qui a servi d'intermédiaire. Des satoshis sont passés de l'autre côté. L'autre personne a coupé son nœud. Si je ferme le canal, je ne récupère que les bitcoins qui sont restés de mon côté. Je ne comprends pas comment je pourrais récupérer la totalité des bitcoins puisque c'est moi qui a créé ce canal avec mes bitcoins. » Eh bien, en fait, c'est le principe du routage sur Lightning. Si ton nœud a servi de nœud de routage pour certains paiements, ça veut dire que tu as reçu des fonds dans d'autres canaux avec d'autres personnes et que tu as envoyé justement, tu as transféré ces fonds, l'équivalent, moins les frais que tu as pris au passage, dans le canal, le fameux canal là qui est bloqué avec la personne qui ne répond plus. Donc en fait, tu peux fermer le canal. Tu vas effectivement moins récupérer parce qu'il y a une partie des bitcoins qui est passée de l'autre côté du canal, donc du côté du pair qui s'est déconnecté. Mais cette même somme, tu l'as récupérée en fait avec un autre pair de l'autre côté, lorsque tu as fait le routage. C'est le principe du routage sur Lightning. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Ouais, exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as pas perdu de valeur parce qu'effectivement, t'as reçu des bitcoins en Lightning depuis un autre canal lorsque tu fais du routage, parce que tu perds pas de bitcoin au global quand tu fais du routage. Tu peux que en gagner. Après, bon, si vraiment le gars, enfin, il y a toujours possibilité de faire un truc très risqué, c'est de tenter si tu as prévu le coup de fermer le canal de manière unilatérale et en utilisant le premier état du canal que tu as créé lorsque tu as ouvert le canal de paiement avec la personne. Mais c'est une triche, quoi. Donc, si jamais il y a une watchtower ou que le gars se reconnecte, ça peut te faire perdre tout ton argent. Donc, évidemment. Normalement, effectivement, les bitcoins sont irrécupérables de ton côté. Après, cette question, moi, je l'avais compris plus sur justement qu'est-ce qui se passe. Euh, il y a une triche, enfin pas forcément une triche, mais en tout cas la personne avec qui j'ai ouvert un canal genre disparaît, je sais pas où il est. Et comment c'est possible que je récupère. Enfin, moi, je suis pas sûr. Peut-être j'ai mal compris la question, mais je croyais que c'était plus comment ça se fait qu'il y ait un mécanisme qui fasse que je puisse justement récupérer l'intégralité des bitcoins dans un canal si la personne disparaît, se connecte plus. Mais peut-être j'avais mal compris la question, moi je l'avais compris plus comme ça en fait. Après, en soi, enfin, je sais pas, moi, il n'y a pas vraiment de mécanisme en soi qui te permet de les récupérer dans l'histoire. C'est juste que tu fais une fermeture, tu publies une transaction de fermeture du canal. Et après, bon tu peux tu peux risquer d'essayer de publier la transaction qui te renvoie tous les bitcoins du canal, mais faire ça c'est très dangereux parce que elle a forcément été révoquée. Donc si l'autre personne réagit, t'es niqué. Mais le fait que ce soit des bitcoins qui nous appartenaient au début change rien au problème, si ce n'est cette première transaction qui qui serait de la triche si on l'a publié, quoi. Ouais, moi je pensais que c'était plutôt ça effectivement le sujet
Et ouais, comme tu as dit, en fait, ce qui fait que tu pourrais éventuellement récupérer tous les bitcoins du canal, c'est si tu publies un état antérieur. Mais bon, effectivement, enfin, attends, je crois que request. Ah, voilà, ok. Vous avez été plus rapide que moi. Attends, fais monter la lunette? Ah, je te vois toujours en listener. Vous entendez Lounès là? Moi, j'entends pas Younes. Je parle pas, c'est Parce que normal. pour moi, il est marqué en listener. Ah, Ah c'est bah bon, il est voilà, là, là. on t'entend. C'est bon. Salut Lounès, Non, parce ça va? Ça qu'on va? est, On est vraiment à 5 mètres Ça l'un va de et toi? l'autre, là, oui. on est dans la rue comme des connards, à 5 mètres l'un de l'autre. Bref, désolé. Bref, je sais pas s'il y a autre chose à rajouter sur cette question-là, parce que Non, non, enfin, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a même fait plus que le tour de la question là. ouais, parce que en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est vraiment, je pense que la réponse de Loïc était la plus, était au premier degré, c'était la meilleure réponse, je pense. Alors, question suivante. Si jamais tu es chaud, Panta, parce que ça, je sais que c'est vraiment ton sujet à toi. Question en direct de Tranche Montagne. Merci pour ta question. Les DLC, deux points, on en est où? Est-ce un protocole normalisé quelque part ou en voie de normalisation? Merci. Oui, forcément, je bosse quotidiennement là-dessus. Comment dire? Il y a des spécifications, donc il y a un GitHub DLC spec. Si on cherche DLC spec sur GitHub, on va tomber sur un dépôt de code où il y a des spécifications qui sont données pour ce qui est des librairies qui permettent de mettre en place des DLC pour les faire interagir entre elles, avec notamment les oracles aussi, comment spécifier les oracles et tout ça. Maintenant, c'est compliqué de dire vraiment, c'est un peu vaporeux, on va dire que euh, chaque librairie respecte un peu les spécifications à sa sauce. C'est pas forcément, c'est pas parce il y a les specs que tout le monde les respecte bien. Et en l'occurrence, il y a pas mal enfin moi j'utilise beaucoup Rust DLC et par exemple la librairie en Rust, elle n'est pas totalement compatible avec la librairie en Scala qui est sur Bitcoin S, qui est l'autre grande implémentation des DLC. Donc là, il y a aussi pas mal de modifications qui avaient été envisagées dans la spécification, donc elle n'est pas encore complètement figée, on va dire, donc ça peut être amené à beaucoup bouger. Sinon, bah après, il y a enfin, les bibliothèques qui, leurs implémentations avec les bons oracles fonctionnent. C'est-à-dire, j'ai vraiment réussi à faire des DLC on-chain qui fonctionnent, qui simulent des produits dérivés, des choses comme ça. Ça fonctionne vraiment. Maintenant, c'est juste qu'on a des gros problèmes de compatibilité entre différentes implémentations. Et après, bah, les exemples qui fonctionnent aujourd'hui, il y en a. Il y a par exemple Atomic Finance qui fonctionne, qui fait des vrais DLC, qui permet d'avoir un peu de rendement sur les bitcoins. Bien sûr, ce rendement n'étant pas sans risque, hein, je vais pas chercher à faire la pub de cette chose-là. Et on a Tented One qui fonctionne aussi, et qui fait même des DLC sur des canaux Lightning. Et là aussi, ça fonctionne. Alors après, les canaux Lightning pour les DLC, ça introduit encore plus de spécifications et de difficultés. Donc c'est certainement un peu plus compliqué de s'y frotter, mais ça fonctionne. Et moi de mon côté, bah, je bosse là-dessus et on est en train de faire des choses avec ça. Et fondamentalement, les choses fonctionnent. C'est une question de packager les choses, mais les choses marchent. Voilà. Donc ça fonctionne, ça marche. On n'a même pas besoin d'utiliser Taproot parce que les LC ont été adaptés pour les signatures CDSA, donc on arrive à faire marcher avec eux CDSA sans trop de problèmes. Ça scale assez bien. Donc on va dire ça marche, mais ça peut encore progresser.
Ça peut encore beaucoup bouger les specs, mais bon, en ce moment, on est vraiment dans un creux d'activité. Depuis août dernier, le dépôt de code sur les spécifications a très très peu bougé, alors qu'il y a énormément de gros changements en attente qui sont en attente de review, mais qui les voient pas vraiment arriver, quoi. Donc voilà, un petit peu l'état des lieux actuel. Après, je regarde ça à des buts plus de curiosité parce on va pas les utiliser nous dans un court ou moyen terme, mais je regarde aussi ce qui se passe au niveau des DLC qui utilisent les signatures BLS. Et là-dessus, je vois que Liold Fournier, qui est celui qui les avait proposés au départ, il fait avancer un programme. Il travaille énormément sur un programme qui s'appelle Carol Computer, qui est extrêmement intéressant, hein. Ça a l'air vraiment très très cool, mais ça c'est pour du très très long terme, donc ça c'est clairement pas prêt. Voilà. Je sais pas si ça répond assez à la question, mais c'est un peu voilà, c'est un peu dans les limbes, hein. On a une spécification. C'est pas parce qu'on a une spécification et des bibliothèques qui prétendent l'implémenter qu'elles sont toutes compatibles entre elles. Mais on n'est pas loin. Mais c'est pas complètement compatible quand même. Tu poses une question, Loïc? Je te vois lever la main. Ouais, et je voulais demander aussi parce que j'ai vu qu'il y avait les covenants qui pourraient améliorer les DLC, qui pourraient. J'ai vu l'email. Qui c'est qui avait envoyé cet email? Lloyd Fournier. Ouais, Qui ouais. avait fait un email là sur la liste de diffusion. CTV dramatically improves DLCs. Ouais. Est-ce que tu as Ça aide regardé ça beaucoup. un petit peu? Est-ce que peut-être qu'on en parlera justement dans notre prochain space sur Alors, les j'ai covenants? regardé un petit peu, mais j'ai pas exactement. Enfin, en gros, ça permet de faire le setup beaucoup plus vite, étant donné un certain nombre de signatures, d'adapteurs signatures à faire. Enfin, un certain nombre contrats d'exécution des transactions d'exécution à signer. Putain, je vais y arriver. En gros, ça scale mieux. Ça peut aller beaucoup plus vite pour setup des DLC plus complexes. Parce que bah, en utilisant le code CTV, en utilisant l'opcode CTV, on peut forcer un peu, on peut un peu regrouper par catégorie les DLC et éviter de calculer beaucoup de, comment on va dire, de clés publiques à partir de clés privées, qui est une opération assez coûteuse. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. Maintenant, même Viol Fournier, lui, c'est pas quelque chose qu'il va regarder beaucoup parce que, comme j'ai dit, il travaille vraiment sur son truc à lui, qui est à long terme bien meilleur sur plein d'aspects. Donc voilà, pour l'instant, enfin, je dirais c'est certainement une amélioration qui, si jamais CTV est effectivement passé en soft fork, bah, il y aura certainement comment dire, on va dire une révision des spécifications pour l'utiliser. Mais pour dire un peu l'état actuel des choses, normalement, les DLC c'est beaucoup plus simple avec Taproot et on n'a pour l'instant aucune spécification pour utiliser Taproot, quoi. Alors que normalement, c'est vraiment plus simple à utiliser que CDSA pour les DLC. Donc, une spécification pour CTV, sachant que CTV n'est même pas encore activé, ce sera pour du plutôt moyen-long terme, quoi. Donc, c'est intéressant, mais pour l'instant, je dirais que je suis pas encore, ça n'a pas encore montré que c'est nécessaire, quoi. C'est un nice to have, mais c'est pas encore absolument nécessaire pour faire scale les DSC. On arrive très bien à faire ce qu'il faut en termes d'application avec l'état actuel de la technologie, on va dire. Peut-être que dans le futur, ça changera, mais on s'en sort très bien en ce moment. Ok, ben merci, ouais, je comprends mieux. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est les DLC ou que vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne les DLC, on avait fait un Space Cake, c'était le 26, Space Cake 26 qui date de mai dernier, où Panta avait tout expliqué, tout ce qu'il faut savoir sur les DLC, les bases, et puis après il était allé beaucoup plus loin, il avait expliqué justement les signatures BLS, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir.
Hop. Question suivante. Alors ensuite, on avait des questions sur LN. On en avait deux qui étaient assez liées. On avait la question de Kibevox. Salut à Kibevox d'ailleurs, merci encore pour ta question. Je cite, pourriez-vous faire un point sur la possibilité ou pas, j'imagine, de passage à l'échelle du Lightning Network? Qu'est-ce qui empêche son passage à l'échelle? Y a-t-il des solutions en cours de réflexion? Combien d'utilisateurs peut-on imaginer accueillir aujourd'hui sur le Lightning Network? Et il y avait également la question de Antoine Cress. Merci pour ta question. Bonsoir Lounès, est-ce que tu pourrais nous parler des dernières avancées sur Lightning et quels défis il reste à résoudre? Voilà, c'est assez lié les deux questions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mon truc Lightning, mais après bon, moi j'ai vu pas mal de trucs là que j'ai bossé un petit peu sur les covenants. J'ai vu pas mal de trucs, notamment avec L2, avec le SIGA Shiny Prevout. Et qu'est-ce que vous en pensez vous de ce côté-là? Alors déjà, moi, pour ce que demande Kibevox sur qu'est-ce qui limite l'utilisation de Lightning, bah, en fait, fondamentalement, le problème que résout pas Lightning, c'est que pour posséder ces fonds, il faut quand même avoir une UTXO. Donc, c'est-à-dire que Lightning permet aux gens de faire des échanges facilement, mais ça permet pas d'augmenter notre capacité à faire que les gens possèdent leurs fonds. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre. Ça permet d'aider à faire du paiement et surtout de l'arbitrage, mais ça permet pas aux gens d'avoir des fonds. Donc on peut facilement avec Lightning payer quelqu'un, mais payer quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin, ça devient plus compliqué. Et la raison est que dans Lightning, pour posséder ces fonds, il faut avoir des canaux de paiement. Donc ça veut dire avoir des UTXO, des sorties de transactions. Et en fait, même rien que ça, rien que le fait qu'on a besoin d'avoir une UTXO, même si on en partage la propriété, on a besoin d'avoir une UTXO pour pouvoir posséder ces fonds. Rien que ça limite déjà énormément la capacité de Lightning à pouvoir vraiment scale à l'échelle mondiale. Donc ça le rend insuffisant en fait. Parce que on peut créer quelque chose de l'ordre de 5000 UTXO par bloc et pas vraiment beaucoup plus, quoi. Et 5000 UTXO par bloc, ça fait 5000 personnes toutes les 10 minutes grand maximum, et c'est vraiment un très très grand maximum. Et avec 5000 personnes toutes les 10 minutes, on fait pas le monde entier avant au moins 30 ans, quoi. Et ça, c'est si on suppose que les personnes, quand elles ont un canal, elles peuvent l'utiliser, elles ont qu'un seul canal et elles peuvent l'utiliser pour se payer entre elles, alors qu'il va y avoir plein de problèmes de liquidité. Parce qu'évidemment, là, c'est encore des hypothèses où on suppose que tout est parfait, mais l'autre grosse limitation, ça va être la liquidité. C'est-à-dire que Lightning transforme le problème de scalabilité de Bitcoin en un problème de liquidité. Ça devient difficile d'avoir c'est vraiment la liquidité disponible au bon endroit au bon moment pour faire les paiements. Donc il y a plein d'améliorations qui essaient d'arriver, notamment avec ce qu'on appelle les LSP, les Lightning Service Provider. Donc c'est le cas par exemple de A5 qui sert de Lightning Service Provider sur le wallet Phoenix. Donc le nœud A5, ce qui est bien, c'est qu'il a beaucoup de liquidité, il est très très bien connecté. Mais du coup, ça crée une sorte de centralisation dans la gestion des fonds, même si c'est pas la custody des fonds, c'est la gestion des fonds. Et de toute façon, même avec ça, on peut quand même avoir des difficultés. Donc voilà, il y a vraiment, c'est une solution qui permet de payer rapidement, mais que sous certaines conditions, et ces conditions font que ça ne pourra pas scale à l'échelle du monde entier. Enfin, en tout cas, ce serait un peu optimiste de dire que ça pourrait. Enfin, il y a quand même des limites, quoi. Maintenant, c'est pas, il y a des pistes pour améliorer ça. T'as parlé d'L2 qui permet par exemple de partager la propriété d'une UTXO mais avec encore plus de personnes que deux, parce que du coup, un canal de paiement, c'est une UTXO partagée avec deux personnes. Il y a eu plein d'autres petites idées qui ont été développées, comme les canaux de paiement hiérarchiques. Et puis après, il y a eu de la même personne cette proposition qui vient
proposé de faire scaler Lightning avec des covenants, où en fait on crée pas les canaux de paiement directement sur la chaîne, mais on l'a créé au sein de covenants, donc c'est-à-dire des sorties de transactions qui obligent à dépenser vers certaines transactions et pas d'autres, mais on ne fait pas apparaître ces transactions on-chain. Et donc ça permet de scale parce que du coup là l'UTXO n'est plus on-chain. Et c'est ça que les covenants peuvent espérer apporter sur Bitcoin, c'est le fait qu'on n'ait plus besoin d'avoir une UTXO on-chain pour être en pleine possession de ses fonds. Et là, ça permettrait de scale suffisamment. Il faut quand même se rappeler que dans le papier du Lightning Network, il y a écrit que si on veut que les gens l'utilisent régulièrement comme un système de paiement mondial, il faudrait des blocs de 130 mégas. Et actuellement, on en est à 4, donc on n'y est pas. Et même si on se permettait une augmentation de blocs, je suis pas sûr qu'on se permette de faire un x25 sur la taille du bloc. Donc ça suffira pas manifestement pour un usage un peu, pour le monde entier, quoi. Donc voilà, mais faut pas prendre ça comme une mauvaise nouvelle. Je pense qu'on a, pour l'instant, Lightning Network fait très bien son travail, en tout cas à l'échelle du nombre de personnes qui l'utilisent. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Mais on va commencer à un moment à atteindre des limites et il faudra vraiment réussir à passer au-dessus de ça. Ouais, alors tu as parlé du white paper de Lightning qu'ils expliquent à l'intérieur justement qu'il faudrait avoir des blocs plus gros si on veut plus de personnes. Mais ils parlent aussi du SIGASH No Input à l'intérieur du white paper de Lightning, renommé maintenant SIGASH Any Prevout. Alors bon, dans le white paper, il me semble, de mémoire, il me semble qu'ils en parlent pour la question de la malléabilité, si je dis pas de bêtises, qui finalement a été réglée avec Segwit. Mais est-ce que justement le SIGASH Any Prevout qui nous permettrait d'avoir L2 et justement de propager d'avoir un plus gros partage des UTXO, d'avoir des coin pools, des trucs comme ça, tu penses pas que ça permettrait de passer à 8 milliards d'utilisateurs? Ça permet, on peut essayer d'envisager des choses, mais en fait, faut se rappeler que ça permet des choses, des technos qu'on pouvait pas faire avant. Mais il faut se rappeler que plus tu mets de personnes dans une pool, notamment dans un multisig, plus il est difficile à gérer. C'est-à-dire que si on fait des multisigs de 100 par 100 personnes, qu'on imagine qu'on n'ouvre que des coin pools, on fait des blocs remplis d'ouverture de coin pool de 100 personnes, bah c'est très bien. Dans ce cas-là, effectivement, ça suffirait. Mais le problème, c'est que gérer 100 personnes à la fois pour pouvoir faire le moindre changement d'état, le moindre petit paiement dans la coin pool, eh bien, ça reste compliqué. C'est-à-dire, la coordination qui est nécessaire est quand même difficile. Drija avait fait un talk à Riga où il parlait du fait qu'on a tendance à sous-estimer le prix de l'interaction. Et donc, c'est-à-dire que le moindre truc qui nécessite ne serait-ce que 5 secondes d'échange entre deux personnes, bah, c'est déjà trop, quoi. Et donc, qu'il vaudrait mieux dépenser des millions d'heures de calcul à faire des routines de synchronisation, et c'est exactement ce que fait le minage, en fait, plutôt que de faire en sorte que les gens se mettent d'accord sur comment faire une transaction, quoi. Et donc, tu mets ça à l'échelle des coin pools, tu te rends bien compte que 100 personnes, bah, bon, ça risque de pas marcher dans tous les cas. Ça marcherait avec certaines personnes, par exemple des entreprises qui voudraient gérer de la liquidité ensemble, histoire de se faciliter la vie, parce qu'elles se font beaucoup de paiements entre elles. Ça, c'est OK, parce que 100 boîtes, donc avec des personnes qui tournent pour gérer justement les rounds de synchronisation, ça peut être envisageable, mais sans vraies personnes, bah, le problème, c'est que suffit qu'il y en ait une qui fasse la sieste et on peut pas avancer, quoi. Et le problème, c'est que bah, à 100 personnes, il y en a toujours une qui sera jamais dispo, quoi. Et évidemment, si tu te dis oui, mais en fait, à la place de faire un multisig 100 par 100, tu peux faire un multisig 51 par 100, par exemple. C'est ce qu'avait proposé Monsieur Atomic Nuclear dans la mailing list récemment.
Bah, c'est très bien, mais le problème, ça veut dire que bah, en fait, personne ne possède vraiment ces fonds, puisque la majorité peut littéralement voler les fonds de la minorité. Donc c'est pas bon non plus, quoi. C'est pas une vraie possession de fonds. Donc c'est vraiment compliqué. Ça veut pas dire que, encore une fois, je suis pas, enfin, ça veut pas dire que c'est impossible, mais bah, il faut vraiment des innovations pour qu'on puisse gérer ça. Et dans les covenants, il y a d'autres covenants que L2, enfin que AnyPrevout. AnyPrevout, en fait, c'est pas vraiment un covenant, c'est-à-dire que il permet de faire des covenants, certains types de covenants, mais c'est un peu un hack, on va dire. Au départ, c'est quand même pas fait pour ça. Mais il y a des covenants qui permettent vraiment d'arranger les routines de synchronisation. Alors pourquoi? Parce que dans le cas de L2 ou des coin pools faites par L2, il faut utiliser des multisigs. Et on a besoin d'un multisig pour faire en sorte que on puisse autoriser que certaines transactions à être publiées. L'avantage du covenant, c'est que cette autorisation, elle est enforcée, elle est imposée au niveau du script directement. Le covenant dit directement comment on peut dépenser certaines sorties de transactions. C'est un truc qu'on expliquera un peu plus en détail dans le Space Cake dessus, mais voilà, c'est littéralement le but d'un covenant. Et le fait qu'on sache que à l'avance qu'il y aura certaines conditions qui vont être respectées sur les transactions issues du covenant fait qu'on n'a pas besoin d'être là pour vérifier qu'elles sont appliquées. Donc on n'a pas besoin d'être là pour signer une transaction dans le multisig parce que voilà on a besoin de changer d'état ou des choses comme ça. Et c'est comme ça en fait qu'ils se débrouillent pour enfin c'est pour ça par exemple que Arc a besoin même s'il pourrait même Arc pourrait exister sans CTV, mais ils ont besoin de CTV parce que sinon ça nécessite trop d'interactions. Et Arc, c'est déjà un modèle d'interaction très centralisé avec un service provider. Alors imagine dans une conpool de 100 personnes où les 100 personnes ont chacun le même rôle. Donc voilà, disons que CoinPool, c'est une voie d'amélioration. Et on peut faire des CoinPool avec CTV aussi d'ailleurs, paraît-il, mais j'ai pas compris comment. Mais ce sera pas la seule, quoi. Clairement, il en faudra d'autres. Ouais, alors l'histoire des coin pools avec CTV, je l'avais pas vue. Bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus effectivement sur le Space Cake, sur les Covenants, mais il me semble que c'est peut-être simplement le fait que avec OpCTV plus l'autre Covenant, j'ai un trou, c'est OpCheckSig from Stack, c'est ça, il me semble, l'autre proposition. Ouais, généralement, c'est celui-là, généralement qu'on met à côté en plus, ouais. Voilà, et si on met les deux ensemble, j'ai vu qu'on pouvait faire une variante d'L2 et donc potentiellement des coin pools, c'est peut-être pour ça. Sinon, ouais, j'avais pas vu ça. Ok, bah super, c'est très clair. Alors, est-ce qu'on a reçu d'autres questions? Ah, il y avait une question sur Prime Layer. Est-ce que tu veux la traiter ou est-ce qu'on se garde ça de côté pour un Space Cake entier? Alors malheureusement, vu comment C'est Maxime complexe. va sûrement pas détailler les choses, je préfère à la Ouais. limite répondre vite fait à la question et Ok. dire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, du coup, la question, c'était de Kaosan Road. Merci pour tes questions. Théo parlait en début de semaine de Prime Layer euh, et, si possible, de faire une mention sur Arc. Voilà. Donc, ouais, en gros, la question, c'était qu'est-ce que c'est Prime Layer, en gros, si j'ai bien compris. Un TLDR. Ouais, en gros Prime Layer, donc comme son nom l'indique, c'est une Layer 1 pour sa Prime. Donc l'objectif est de remplacer littéralement la blockchain en fait. Euh, L'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on regarde RGB, on voit que RGB n'a pas à marcher que sur Bitcoin. RGB, ça peut fonctionner sur, bah, par exemple, n'importe quelle blockchain, dès lors que cette blockchain permet de créer ce qu'on appellerait des sceaux cryptographiques à usage unique. Donc dès lors qu'on peut émuler ces choses-là, on peut définir ce qu'ils appelleraient un single use seal protocol sur cette blockchain qui permet d'utiliser RGB par-dessus. Donc après, la qualité, par contre, de la sécurité de la blockchain va impacter la sécurité des actifs RGB qu'on a mis dessus.
Donc, par exemple, si vous utilisez RGB sur Bitcoin, bah, vos assets, vos actifs sont aussi bien protégés que des Bitcoins de la blockchain Bitcoin. Par contre, bah, si vous utilisez Ethereum, bah, ce sera la même chose que des actifs des Ethers, quoi, etc., etc. Du coup, on se dit que bon, les single-use seals, c'est déjà très très puissant. Manifestement, ça fait ce dont on a besoin. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière plus simple de les faire? Parce que bah, Bitcoin, c'est quand même sacrément complexe, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le paquet. Il y a un jeton, il y a tout un système de minage, il y a des blocs, il y a des règles de validation des blocs, il y a des frais de transaction, il y a des... Enfin, bon, ouais, il y a plein de choses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus simple sur lequel on peut faire des single-use seals? Et l'espoir est que bah, plus c'est simple, plus ça va scale, plus ça passe à l'échelle. Et donc l'idée de Prime, c'est de se rappeler que bon, bah, un single-use seal, c'est toujours pareil. L'objectif est de prouver l'absence d'une double dépense d'une single-use seal. Ça veut dire que on veut prouver que le single-use seal, enfin, on veut convaincre que le single-use seal n'a pas été fermé sur autre chose que le message qu'on est en train de nous montrer. Donc en termes Bitcoin, ça veut dire on veut prouver que la sortie de transaction n'a pas été déjà dépensée par une autre transaction. Et donc la manière avec laquelle Satoshi a résolu ce problème, c'est de littéralement dire à tout le monde quelles sont toutes les transactions qui ont été faites. Et Prime, en fait, améliore cette idée en disant il y a un système qu'on appelle les sparse Merkle trees, donc les arbres de Merkle parcimonieux, où en fait on utilise l'arbre de Merkle un peu à l'envers. C'est-à-dire on dit ok, je cherche quelque chose, mais si ce quelque chose il est là, s'il est dans l'arbre, il doit être exactement à cette place de l'arbre. Et donc si je révèle le contenu de ce qu'il y a à la place où est censée être la chose que je cherche, et qu'il s'avère que ce n'est pas la chose que je cherche, qui est cachée à cet emplacement, et bien du coup j'ai prouvé que la chose que je cherche n'est pas dans l'arbre. Donc je prouve l'absence, et ce indépendamment du reste du contenu de l'arbre. C'est-à-dire j'ai prouvé que la chose que je cherche n'est pas dans un arbre de Merkle qui est censé suivre les objets que je suis. Et du coup, bah, je peux dire que la chose que je cherche n'est pas dans ces objets-là. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle ne pourrait pas être ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait, Prime Layer a quand même un système de minage. C'est-à-dire que Prime Layer, il y a des mineurs qui minent des entêtes de blocs, entre guillemets, des genres d'entêtes de blocs. Sauf que bah, cette fois-ci, au lieu d'avoir toute une liste de transactions, on a juste une racine de Merkle. Et il faut réussir à se procurer les preuves intermédiaires pour prouver que bah, notre single use seal, la transaction de dépense de notre single use seal, n'est pas dans les arbres de Merkle successifs jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on veut le dépenser. Donc en gros, pour se représenter les choses, ce qui se passe, il y a un arbre de Merkle où un single use seal va être créé. C'est-à-dire, je vais dépenser, j'ai reçu de l'argent par quelqu'un, et donc je lui ai donné un single use seal, j'ai créé un single use seal et j'ai donné une référence à ce single use seal qui permet de savoir où est-ce qu'il est censé être si je dépense le single use seal, si je le ferme. Et je reçois de l'argent sur ce single use seal. Maintenant, lorsque je veux le dépenser, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les données relatives à l'argent ou aux choses qu'on a envoyées sur ce single use seal, histoire de reprouver aux gens qu'on m'a bien envoyé de l'argent sur ces choses, sur le sceau à usage unique. Et je vais aussi fournir les preuves que je n'ai pas dépensé le sceau. Et comment je prouve que je n'ai pas dépensé le sceau? Avec mon histoire d'arbre de Merkle, mais parcimonieux, donc les sparse Merkle trees. Donc c'est-à-dire, je dis, bah regardez, si je dépense mon single use seal, bah, il est censé être à cette place dans cet arbre-là. Et puis dans cet arbre-là, il est censé être à cette place, etc., etc. Et en fait, je montre que pour chaque arbre, eh bien, il n'y a pas de transaction de dépense de mon single use seal. Et ainsi, bah, je démontre que je n'ai pas dépensé mon single use seal. Et donc, bah, c'est un vrai single use seal que je n'ai pas fermé. Et je vais le fermer pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Et c'est comme ça que je vais prouver à cette personne que bah, je n'ai pas dépensé cet argent 2 fois.
que je n'envoie que pour lui. Et comme on a besoin de trouver tous les arbres, eh bien en fait, on a juste besoin de savoir où sont tous les arbres, et donc on réutilise le système de minage de Bitcoin pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment de remplacer la blockchain par une autre structure cryptographique, où à la place d'avoir une chaîne de blocs qui donne une liste de transactions et qu'on doit valider toutes les transactions, on se retrouve en fait à avoir une chaîne de pseudo-blocs qui a une liste d'arbres et on vérifie pas que tous les arbres sont valides. On va juste récupérer les preuves qui vont nous prouver que ce qu'on nous envoie n'a pas été dépensé 2 fois et a été dépensé de manière valide. Donc c'est vraiment l'idée de faire de la validation côté client, mais à tous les niveaux, quoi, y compris au niveau de la validation du consensus, entre guillemets, sur les dépenses des actifs qu'on possède. Voilà, donc ça c'est l'idée. Après, l'avantage de ça, c'est que du coup, comme on n'a pas à valider toutes les transactions, on peut faire beaucoup plus de transactions par seconde. On peut faire des arbres assez grands, assez profonds, pour beaucoup d'actifs. Et tant qu'on arrive à garder les preuves, à récupérer les preuves pour soi, ben du coup, on s'en sort. On n'a pas besoin de valider les transactions des autres, ce qui fait quand même beaucoup moins de choses à valider. Mais le problème de ça, c'est que du coup, on n'a pas besoin des autres informations. Et donc, on n'a aucune incitation à conserver la donnée liée aux autres transactions. Elle n'a pas besoin d'être très accessible. Et donc, en fait, on a un problème de ce qu'on appelle la disponibilité de la donnée, la data availability en anglais. En fait, il faudrait la demander à des gens qui l'ont stockée. Et ils vont sûrement nous faire payer pour ça. Ils vont pas le faire gratuitement. C'est totalement volontaire. Maxime, quand il a fait Prime Layer, il voulait l'utiliser en parallèle d'un truc qu'il appelle, je crois que c'est Bifrost le nom, qui est en gros une technique pour récupérer de la donnée qui a été stockée et dont on sait quelle est la chose dont on a besoin dans ce stockage et les récupérer de manière atomique avec un paiement Lightning. Donc ça permet de payer pour être sûr de récupérer de la donnée qui nous intéresse. Et l'idée, ce serait que du coup, il y aurait des gens qui seraient payés à te donner les informations qui te permettent de prouver que tu n'as pas dépensé 2 fois tes actifs. L'idée est très intéressante, mais en pratique, du coup, je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Et donc, il y a déjà, par exemple, une autre proposal qui a été faite par des gens qui sont pas mal calés dans RGB aussi, des collègues de Maxime, en gros, on va dire, où là, l'idée, c'est plutôt que de faire des arbres de Merkle parcimonieux qui permettent du coup de pas tout valider, de remplacer ces arbres par une liste de single-use seal. Et c'est-à-dire qu'à la place d'avoir une en-tête de bloc qui est un arbre de Merkle, on a une en-tête de bloc qui contient une liste d'identifiants qui dit, voilà, les single-use seal là, ils ont été fermés. Et puis les autres, ils n'ont pas été fermés, du coup, parce qu'on voit tous les single-use seal. Donc du coup, ça scale moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un temps quasi constant de validation pour chaque bloc, on se retrouve à avoir un temps linéaire, c'est-à-dire que plus il y a de transactions, plus c'est long de valider, et ce, de manière linéaire, alors que c'est logarithmique dans Prime Layer, dans la proposition. Mais du coup, par contre, c'est un peu plus facile à gérer niveau disponibilité des données. Voilà, ça réduit l'interactivité. Donc, voilà où ça en est, Prime Layer. C'est intéressant, mais bon, du coup, comme ça vise à remplacer la blockchain Bitcoin, on va dire que je pense que ça va moins prendre, ça va moins plaire, parce que ça fait un peu... c'est pas une shitcoin, parce qu'il n'y a pas de token associé à Prime, mais c'est une autre layer 1, quoi. C'est un autre réseau. Donc il risque d'y avoir quelques difficultés. Après, Maxime, il va essayer de mettre en place des two-way pegs entre Prime et Bitcoin. Et a priori, il prétend avoir trouvé une manière de faire sans que ce soit un truc sans influencer le consensus de Bitcoin. Donc on est très très loin de ce que font les drive chains, du coup. Mais moi, encore une fois, j'ai vu des prétentions, mais j'ai pas vu des vraies explications pour l'instant.
Donc je sais pas exactement si comment prendre ça, quoi. Si c'est des vrais two-way-peg, si c'est vraiment très trustless ou pas. Parce qu'il y a quand même des évocations de fédération, des choses de ce type-là. Donc je suis pas complètement sûr. Mais voilà, bon, c'est un sujet intéressant parce que la piste enfin, le Maxime, il sait quand même un peu ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il est un peu tout seul à comprendre ce qu'il fait. Donc ça, c'est un problème de Maxime, on va dire. Mais fondamentalement, l'idée a l'air assez bonne. Ça a l'air de plutôt bien suivre tout le travail comment dire, de formalisation de RGB. Donc c'est intéressant. Maintenant, bah, est-ce que ça débouchera sur quelque chose? On verra. Je sais pas. Ouais, mais c'est super intéressant. Là, tu nous as expliqué pour toute la partie prouver la non double dépense, donc toute la partie sur le single use seal. Mais après, j'imagine que ça fonctionne comme RGB du coup pour la partie sur prouver l'origine des fonds, l'origine des tokens. C'est comme Ouais, RGB, c'est chacun conserve son petit chemin là. c'est ça, exactement. Ça va Ok. être, c'est juste une infrastructure qui permet d'utiliser RGB. C'est comme si c'était une blockchain, mais c'est pas une blockchain du coup. Mais enfin bon, il y a Ok, quand même ok, des je comprends. entêtes, il y a quand même des entêtes qui sont minées avec des références aux entêtes précédentes. Donc ça a quand même la gueule d'une blockchain, hein. Mais c'est juste que t'as pas besoin de connaître tout le contenu du bloc. Donc il y a plus vraiment de bloc, quoi. Il y a juste des morceaux de preuves qui vont suffire à prouver que t'as pas double dépensé. Ouais, mais c'est intéressant ce genre de recherche, parce que même ça peut en inspirer d'autres pour d'autres idées après derrière. C'est assez dingue à chaque fois ce qui sort. Mais d'ailleurs, ça me fait faire le lien avec ce qu'il avait dit à la conférence à Riga. Là, j'avais regardé cette année, il avait fait un panel avec, il y avait Bach, Drija et un des mecs de Arc, justement. Et il parlait des drive chains un petit peu. Et justement, la première chose qu'il a dit, Maxime, dans cette conférence, c'est on ne peut pas scale des blockchains avec d'autres blockchains. Il dit c'est un peu bizarre de faire ça. Donc ça fait le lien un petit peu avec Prime. Mais tu vois, par exemple, comme tu dis, effectivement, c'est intéressant parce que ce genre de recherche peut donner des idées. Mais tu vois, par exemple, on a parlé du fait qu'il y a une coordination qui peut être assez difficile à mettre en place dans des coin pools ou des choses de ce type-là. Bah, on peut totalement imaginer que des systèmes à la Prime soient utilisés pour organiser les transactions dans des genres pas de, on va dire, de sidechain, mais pas de sidechain, mais de registres locaux, un peu comme on le fait sur Lightning Network, mais avec plus que deux personnes, quoi. Tu vois, si t'as besoin de gérer une sorte de fédération ou des choses comme ça, bah ça peut être pratique ce genre de choses. Donc après, bon bah à voir, hein, parce que Arc c'est aussi un très bon système de gestion de fonds pour des covenants. Donc il y a plusieurs choses qui vont s'affronter, mais voilà, il y a des idées qui sont quand même assez intéressantes, quoi. Peut-être que Bon, ça bah super. permettrait de faire tu vois, je sais pas, par exemple, est-ce que peut-être que ça permettrait de faire du RGB sur des UTXO virtuels, tu vois, par exemple. Je sais pas. Tu vois, peut-être que ça peut donner des idées, quoi. Parce que actuellement, c'est peut-être un peu compliqué d'utiliser Arc avec le système avec RGB parce que t'as pas d'UTXO justement. Maintenant, est-ce que il n'y a pas moyen d'arranger RGB pour que ça fonctionne quand même sans rien modifier? Peut-être. Et justement, peut-être que c'est un truc à la Prime qui peut aider. Voilà, donc ça peut donner des idées, comme tu dis. Donc c'est une recherche qui est pas inintéressante. Après, le problème de Maxime, c'est qu'il travaille sur ça, alors que bah, on aurait aimé que il rende RGB un peu plus facile à utiliser avant, quoi. Mais bon, voilà, c'est Maxime, quoi. Il a des idées, il a envie il a pas envie de perdre de temps, quoi. Peut-être qu'il y a besoin de lever aussi derrière. Je sais pas. Clairement, il a besoin de lever en ce moment. Il s'en cache pas. Bon, bah super. Je crois qu'on a fait le tour des questions écrites que l'on avait. Je suis en train de vérifier.
Il y avait Arc aussi, mais Arc, on en a déjà parlé pas mal de fois. Ouais. On en a parlé dans les Summer Cake et là j'en ai reparlé un peu juste avant que tu lises la question. Donc voilà, je pense que on en reparlera plus quand on parlera des Covenants aussi, parce que il y a des concepts qui sont extrêmement intéressants dans Arc, et notamment sur son application, leurs applications au Covenant pour scale justement Bitcoin. Alors Arc, on en avait beaucoup parlé tu en avais beaucoup parlé dans le Space Cake numéro 35. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On avait parlé des descriptors aussi et de tarot et de Arc notamment. Voilà, si jamais ça vous intéresse, le 35. Et après, il y avait juste une question. Oui, il y avait Comcom, du coup, suite à notre réponse, qui a remis un autre commentaire. C'était la personne qui demandait justement au début du space pour la fermeture de son canal. Alors là, il nous dit, en fait, je ne sais pas, je me suis retrouvé avec des bitcoins de l'autre côté et maintenant le canal est mort car l'autre personne a éteint son nœud. Et donc, si on ferme le canal unilatéralement, je ne récupère que la partie qui est restée de mon côté, ou alors j'ai loupé un truc. Oui, c'est ça. Si tu fermes unilatéralement, de manière honnête, comme tu es censé faire, tu vas récupérer uniquement la partie qui est de ton côté. Voilà. Mais on n'avait pas bien compris du coup ta question. Si jamais tu veux monter pour nous parler directement, n'hésite pas. Voilà, parce qu'on n'avait pas bien compris si c'était juste juste une histoire de routage ou si tu n'avais pas compris pour la fermeture unilatérale. Donc n'hésite pas à monter si jamais tu veux plus de précision, tu peux demander la parole en bas à gauche. Et les autres, c'est pareil, si jamais vous avez des questions dans les auditeurs, n'hésitez pas à monter. Même sur d'autres sujets, des anciens sujets, ou des sujets qu'on n'a pas encore traités, n'hésitez pas. Ouais, après, peut-être que Comcom, il cherchait à voir s'il pouvait récupérer les bitcoins de l'autre côté en trichant, et la réponse est oui, c'est possible, hein, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, mais bon, c'est tricher, et tricher, c'est risqué dans Lightning, hein, c'est fait pour être très risqué, donc il vaut mieux pas le faire, et puis de toute façon, à moins que tu aies cherché à tricher auparavant, c'est assez difficile dans les implémentations de tricher sur Lightning, parce que en fait, généralement, c'est quand il y a une fermeture avec on va dire, avec un non-respect du protocole, généralement, c'est plus un bug qu'une chose volontaire. C'est tellement difficile à faire volontairement que voilà, ça se produit pas vraiment. Après, il y a des programmes qui permettent de le faire. Je crois que, je sais plus comment il s'appelait, mais il y avait un programme qui était sorti pour justement faire des mauvaises choses avec les implémentations Lightning, pour utiliser les informations dans les bases de données pour fermer les canaux de manière complètement illégale. Mais c'est à tes risques et périls quand tu utilises ces choses-là, quoi. Donc, voilà, je peux pas recommander ces choses-là. Il y a Comcom qui est monté. Donc, si jamais tu veux préciser ta question, la parole est à toi. Oui, bonsoir. Donc en fait, j'avais mon Umbrel, donc je teste des choses, et donc j'ai ouvert pas mal de canaux avec d'autres personnes, et donc voilà. Et sur un des canaux, je me suis retrouvé. Alors je sais pas comment ça s'est passé, avec une partie des satoshi qui se retrouvent de l'autre côté, sauf que maintenant le canal il est offline parce que sans doute l'autre personne a fermé les nœuds, son nœud. Et donc, en fait, je me suis dit, si je ferme unilatéralement, donc ça veut dire que je récupère que de mon côté. Et donc, par contre, je ne sais pas comment une partie se retrouvait de l'autre côté, quoi. Voilà, c'était ma question en fait. Alors, ouais, du coup, c'est bien ça. C'est ce que je te disais avec le routage au tout début du space. En fait, ton nœud, c'est aussi un nœud de routage. Donc, ça veut dire que tu vas router des paiements pour d'autres personnes qui vont passer par ton nœud, passer par tes canaux pour atteindre la destination du paiement. Donc, en fait, quand tu fais du routage, par exemple, si tu fais passer, je dis une bêtise, 500 000 sats,
tu vas recevoir 500 000 sats dans ton canal côté Alice et tu vas les renvoyer dans ton canal avec celui-ci, on va dire qu'il s'appelle Bob, là, celui qui a coupé son nœud, et tu vas les renvoyer de son côté, les 500 000 sats. Et du coup, ça te fait un décalage comme ça. C'est ce que disait Pantamis, tu ne perds aucune valeur dans l'opération, c'est juste que tu reçois 500 000 sats d'un côté dans un autre canal et que tu vas les retransférer dans un autre canal. Bon, ce serait peut-être plus facile avec un schéma. Pour te montrer, mais du coup voilà, tu peux juste fermer, enfin tu fais comme tu veux, tu peux là dans ta situation, soit tu attends que le nœud revienne, si ça fait que quelques jours c'est possible qu'il revienne, hein, que le mec ait un petit souci, voilà. Après si ça fait vraiment un moment que tu as besoin des fonds, tu peux faire une fermeture unilatérale, ça va te coûter quelques frais par rapport à une fermeture collaborative, et tu vas récupérer ta partie du canal. Voilà. Mais c'est pas grave, en fait, c'est bon. Tes sous sont là, tu n'as perdu aucun sou. C'est juste que tu en as plus dans un autre canal avec quelqu'un d'autre. D'accord, j'ai pas. Alors, je n'ai pas du tout saisi parce que je comprends bien le concept où on est le canal intermédiaire. Donc, si on fait transiter, donc on reçoit d'un côté et puis on envoie de l'autre côté. Mais là, si je regarde l'état du canal actuellement, je me retrouve avec une partie, la capacité du canal qui est divisée en une partie de mon côté et l'autre partie de l'autre côté. Sachant que le nœud, ça fait déjà quelques mois qu'il est. En fait, je me suis rendu compte, je pensais qu'il allait revenir, mais il revient pas, quoi. Ouais. En fait, là, tu vois que le canal, ça a bougé, c'est-à-dire que pendant la période où il était là, tu as eu un routage de paiement. C'est juste que c'est pas forcément clair selon les implémentations que tu utilises de savoir ou de retrouver, si ça fait des mois notamment, c'est pas forcément facile de retrouver par où est arrivé l'argent que tu as envoyé à la personne qui est aujourd'hui déconnectée. Mais c'est bien ce qui a dû se produire. Parce que j'imagine que tes canaux, ils sont publics, c'est pas des canaux privés. Et donc du coup, n'importe qui peut les utiliser. Après, je sais pas si tu avais par exemple cherché à régler les frais de routage de ton nœud, mais quelque chose qui peut se produire. Je sais pas si tu avais demandé à des personnes d'ouvrir des canaux vers toi, mais ce qui peut se produire, c'est que tu as fait un paiement avec un de tes canaux avec ton nœud. Tu as payé quelqu'un avec ton nœud. Et c'était pas sur ce canal-là que tu l'as payé, mais comme tu as laissé les frais de tes canaux au minimum, et ben il y a pas mal de gens qui ont voulu déplacer un peu de liquidité, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, ils ont déplacé l'équivalent de ce que tu as payé, entre guillemets, du canal vers lequel c'était parti, vers le canal avec cette personne. Et ça, c'est ce qui se produit, en fait, c'est ce qui se produit quand tu routes un paiement. Ça déplace la liquidité à la fois des satoshis que tu possèdes, mais aussi des satoshis que tes contreparties possèdent. Et donc, ça, c'est naturellement lié au fait que ce qui est de la liquidité entrante pour toi, c'est-à-dire des satoshis que les autres possèdent dans tes canaux, en fait, c'est de la liquidité sortante pour les autres, et il y a une égalité entre les deux. Donc, tu as créé de la liquidité entrante en payant quelqu'un, certainement, à un moment. Et il y a eu un paiement qui l'a bougé dans un autre canal. C'est tout à fait possible. Si tes canaux sont publics et que tu as laissé les frais au minimum, il y a de fortes chances que ce soit produit. Bah ouais, ça doit être ça, effectivement. Mes canaux, ils sont publics. Et donc, effectivement, j'ai dû faire un paiement quelque part, mais du coup, ça a déplacé ce canal-là, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Enfin, t'as pas perdu d'argent, vraiment. T'as pas perdu d'argent. C'est juste que, au global, t'as la même quantité d'argent que au début, moins le paiement que tu as fait en Lightning, évidemment. Mais t'as pas perdu d'argent. Par contre, après, je peux comprendre que ce soit pénible, que la personne avec qui tu as un canal et qui a pourtant de l'argent dans ce canal, eh bien, elle soit plus présente. Ça, c'est effectivement un problème. Ça peut être pénible. Donc après, à toi de voir à toi de voir. Enfin, là, c'est vraiment des décisions qui dépendent un peu du contexte. À toi de voir si tu considères que cette personne, elle va pas de toute façon revenir. Et que si elle revient pas, du coup, toi, c'est important que tu fermes le canal de manière unilatérale tant que tu peux, parce que si ça se trouve, l'autre personne, elle a perdu ses canaux, ça peut arriver.
Donc elle peut pas récupérer son argent, elle est bloquée, donc ça l'arrangera bien que toi tu fermes le canal. Et surtout, si jamais toi tu as un problème, les techniques de backup les plus fiables qu'on ait, c'est des techniques de backup statique qui nécessitent que l'autre personne soit connectée. Donc si ça fait longtemps que tu l'as pas vu se connecter et que tu as peur de la fiabilité de ton nœud, eh bien fermer le canal en prévention, ça peut être intéressant. Après, évidemment, si tu voulais utiliser les petits satoshi que la personne que tu as en liquidité dans le canal que tu avais créé en faisant un paiement, si tu veux les utiliser pour espérer faire du routage, bah là, tu es bloqué pour l'instant. Tant que la personne n'est pas revenue, tu es vraiment bloqué avec ça. Donc voilà, après, c'est des décisions qui sont un peu complexes. Il faut avoir l'habitude du routage de paiement et c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est pour éviter justement de passer par des nœuds à 5 et de tout centraliser que j'ai voulu ouvrir avec d'autres personnes, mais du coup, c'est la fiabilité qui fait que bah en fait, je me retrouve. Ouais, tout à fait. C'est pas facile. Moi déjà, ce que je te recommanderais, c'est si tu veux pas faire de routage, il faut ouvrir des canaux en privé par défaut. Il y a peut-être moyen, je sais pas si dans Umbrel il y a moyen de faire ça. Peut-être que Lounès, s'il était là, il aurait pu te répondre, mais il faut que tu cherches un peu. Il y a moyen de passer par défaut les ouvertures de canaux avec ton nœud en canaux privés, parce qu'un canal privé peut pas être utilisé pour faire du routage. Il peut être utilisé que pour recevoir ou envoyer de l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que bah ouais, du coup, c'est forcément compliqué de. Enfin, moi, je recommande pas de faire du routage de paiement parce que même moi qui ai essayé au début, bah c'était déjà galère, donc maintenant c'est encore pire. Donc ça fait pas vraiment gagner d'argent, ça en fait plus perdre qu'autre chose, donc c'est pas la peine de chercher à faire du routage de paiement. Donc c'est pour ça que je recommande de mettre par défaut les ouvertures de canaux en privé. Et oui, après, il faut réussir à effectivement à trouver un ensemble de nœuds qui sont bien connectés, mais pas trop centrés sur A5, Wallet of Satoshi, toutes ces choses-là. Et pareil, c'est pas facile parce que bah c'est plus difficile de faire passer les paiements. Moi j'utilise mon nœud en permanence pour payer un peu partout. C'est des nœuds enfin mes deux nœuds Lightning, ils sont quand même assez gros. Et malgré ça, j'ai des paiements qui ratent assez souvent, quoi. Donc c'est pas ça protège vraiment pas, quoi. Genre voilà. Donc ça c'est un peu un problème du réseau Lightning, c'est que sur la gestion des fonds, il est quand même assez centralisé. Et c'est un problème. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est un problème pour le futur. C'est pas un problème pour l'instant parce qu'il n'y a pas de réglementation sur. Les États cherchent pas à réglementer les nœuds Lightning pour l'instant, mais ça va venir un de ces quatre. Et voilà. Et moi, j'ai peur d'un scénario où le réseau Lightning se fragmente en deux morceaux, un non KYC et un KYC, et où c'est très difficile de passer de l'un à l'autre. Et ça rendrait très difficile de faire des paiements dans le réseau non KYC potentiellement. Donc, voilà, à voir. Mais c'est bien d'essayer. C'est bien d'essayer de pas passer de pas passer que par Phoenix. C'est bien d'essayer de payer avec son propre nœud. C'est pas facile, mais c'est bien d'essayer parce que bah ça contribue vraiment un peu à décentraliser le réseau. Alors, si tu veux des paires un peu plus fiables pour ouvrir tes canaux, peut-être, je ne sais pas si tu utilises ça déjà. Bon, ça, c'est pas la panacée, mais ça peut peut-être un peu améliorer ta situation. Lightning Network Plus, c'est un site web ou une application que tu peux mettre directement sur ton nœud Umbrel qui te fait faire des ouvertures en triangle ou en carré avec 3-4 personnes. Et ça, c'est vraiment bien pour équilibrer ta liquidité. Et en plus, il y a un système de réputation un petit peu sur le site web avec des grades, avec un système de vote, d'avis sur tes pairs. Donc, si tu veux faire quelque chose un petit peu sérieux, avoir des pairs également sérieux derrière qui vont pas couper leurs nœuds tous les 2 jours, ça peut être peut-être un petit peu mieux, hein, tu vois. Et je t'ai aussi ajouté, si jamais tu veux comprendre un peu plus le fonctionnement du routage sur Lightning, je t'ai ajouté la vidéo de Fanis Mikalakis qui a fait une formation complète justement sur le Lightning Network. Je t'invite à regarder toute la formation si tu le veux, mais spécifiquement la vidéo numéro 7 dans laquelle il explique précisément avec des schémas ce fonctionnement du routage pour comprendre pourquoi tu n'as pas perdu d'argent dans l'opération, si jamais tu veux regarder ça. Je
Je te les mets en commentaire, en dessous de ton commentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? N'hésitez pas à demander la parole, à monter si vous avez d'autres questions sur n'importe quel sujet. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être couper. T'en penses quoi, Panta? Bah, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Pour un truc prévu au dernier moment, pour lequel on a galéré à lancer, et qu'on est passé par trois spaces différents pour, pour lancer le truc, donc on a dû perdre pas mal de gens dans le process. Bah, franchement, ça va, quoi, je pense. Prochain Space Covenants? Prochain space, les Covenants. Alors, je sais, on va voir comment on fait avec notre nouveau planning, où on en fait que 2 tous les mois. Parce que bon, toutes les semaines, c'était bien au début, mais là, on commence à avoir un peu fait le tour des sujets. Enfin, fait le tour des sujets. On commence à avoir fait on a fait déjà une bonne vision d'ensemble de ce qui se discute au niveau technique dans Bitcoin déjà. Donc, comme ça fait quand même un an qu'on fait ça, c'est déjà pas mal. Donc, on va diminuer un peu le rythme. Mais on continuera de faire un space question au début du mois et puis peut-être qu'on le décalera à la deuxième semaine du mois, histoire que ce soit que les gens ils puissent cogiter leurs questions en meet-up ou des choses comme ça. Et puis on fera nos spaces sur des sujets donnés dans la deuxième moitié du mois. Donc là, effectivement, Covenant peut-être dans 2 semaines, on va voir. Mais ouais, beaucoup de choses à raconter sur les Covenants, hein. On était à BTC Azores la fin du mois dernier. C'était vraiment un très très gros sujet, avec une table ronde improvisée dessus. 3-4 présentations là-dessus. Donc vraiment, c'est le sujet. Et je peux vous dire qu'on n'a pas parlé des drive chains, on a vraiment parlé des covenants. Donc si ça vous permet de vous faire une idée de ce qui risque d'arriver en premier, voilà. Ouais, ça doit Donc, pousser là, hein. ah bah, plus ça. 118, 119, 345. Ouais, bah, on en a de plus en plus. Là, il y a James O'Byrne qui a fait une PR sur Bitcoin Core, pour implémenter littéralement BIP 118, BIP 119 et le OP Vault. Donc c'est bourrin. Ça va pas passer, mais c'est une PR quoi, parce qu'il a fini son travail sur Asumuti XO qui a été merge dans Bitcoin Core. Donc bientôt vos amis pourront démarrer un nœud Bitcoin beaucoup plus vite qu'auparavant grâce à Asumuti XO. On a eu l'occasion d'en parler dans des spaces aussi il y a pas mal de temps, il y a quelques mois quand même, mais on en avait parlé. Ouais, c'était sur l'IBD. Ouais, donc voilà, donc ça y est, c'est merge. Donc dans la prochaine release, il y aura ça. Il y aura BIP 324 aussi, qui est merge, ça y est. Donc là-dessus, c'était les deux grosses choses. Et donc là, maintenant, les développeurs vont passer à d'autres sujets. Là, en ce moment, c'est Mini TypeScript qui est en train d'être achevé aussi. Ça va être pour bientôt. Je pense que tout ça, ça va arriver dans les prochaines releases assez vite. Et il y a sur le dépôt de code Bitcoin Core, il y a des core dev qui commencent à faire des sondages sur quels seront les prochains sujets. Et donc très clairement, la prochaine grosse chose qui va arriver sur Bitcoin Core, ça va être les silent payments. Ça va être et les covenants, il va commencer à y avoir, je pense, beaucoup plus de temps dédié à y réfléchir. Parce que bon, les débats du moment sur les covenants, c'est que bon, il y a plein de propositions. On a quelques tableaux récapitulatifs de la force des différentes propositions. Par exemple, la proposition de Salvatore sur Math pour Merkleize All the Thing. C'est une proposition qui est extrêmement polyvalente, donc très très puissante, mais qui permet de faire des covenants récursifs. Donc on discutera au prochain space pourquoi ça peut être mal vu.
Mais il y a beaucoup de core dev, donc de développeurs comme Peter Todd ou Antoine Riard, qui pour l'instant s'opposent fermement à une soft fork sur les Covenants pour des raisons simplement de review technique, c'est-à-dire on a des gens qui viennent qui disent ouais, on peut faire des coin pools, on peut faire des ouvertures de canaux non interactives, on peut faire on peut faire Arc, on peut faire tout plein de trucs avec 7 opcodes, mais en fait, ils donnent pas d'implémentation qui fonctionne pour montrer que ça marche vraiment. Ouais, t'as vu son dernier commentaire sur la proposition de Auberne? Antoine Riard, ah oui, non, bah, c'est Ouais. pas que, ouais, ouais, non, il clash, hein, et je pense qu'il a pas complètement tort dans son analyse. On est clairement pour l'instant un peu trop dans le wishful thinking, c'est pas très sérieux. Donc voilà, il faut passer à autre chose. Il faut commencer à mettre du jus de cerveau, du vrai jus de cerveau et du code. Et bon, pour l'instant, ça manque un peu. Antoine Riard, j'avais discuté avec lui à Surfing Bitcoin. Et il m'avait dit que lui, il aimerait plutôt qu'on discute des soft forks qui permettent de cleaner, de rendre le code plus propre. Donc notamment ce qu'on appelle the Great Consensus Cleanup, the Great Consensus Cleanup soft fork. Lui, il est très très pro ça et il l'a beaucoup montré dans les commentaires sur la proposition de James O'Byrne justement. Donc voilà, et Peter Todd n'a pas complètement tort de dire que avec la valeur que représente Bitcoin aujourd'hui, faut quand même démontrer que la soft fork qu'on propose, elle permet vraiment de faire tout ce qu'elle prétend pouvoir faire. Ouais, je suis pas d'accord Euh, avec cet argument, moi. Bah, je Que, pense, que juste la valeur de Bitcoin, ça puisse influer, non, je suis c'est d'accord pas que un argument en soi, quoi. c'est pas un argument en soi, mais quand tu regardes les soft forks comme Segwit ou Taproot, t'avais quand même quelque chose de plus abouti en termes de qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça autorise, qu'est-ce que ça limite, etc. Enfin, et là, ça manque. En fait, je pense l'argument, oui, de la valeur en soi, il est pas fondamentalement justifié, c'est pas. Mais par contre, le fait qu'on manque de revues techniques, ça, par contre, c'est vrai, quoi. Et même si c'est pas la valeur qui joue vraiment, l'importance qu'a Bitcoin aujourd'hui fait qu'on peut pas non plus faire des soft forks comme on en faisait en 2013, quoi. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est ça l'argument clé, quoi. C'est-à-dire que en fait, Peter Todd, il avait dit aux Açores que bon, lui, même si c'est lui qui a fait la soft fork pour OPCSV, il dit aujourd'hui, si on devait faire OPCSV tel que ça a été fait quand ça a été fait, alors que c'est lui qui faisait la proposition, il dit même moi je me serais opposé aujourd'hui à la faire. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire que Check Sequence Verify était une mauvaise soft fork, il est en train de dire que la manière avec laquelle on a fait la soft fork Check Sequence Verify à l'époque où elle était faite, eh bien aujourd'hui pour lui, ça ne serait pas bien fait, quoi. C'est que le travail n'était pas suffisant. Et voilà. Et moi, je pense surtout que quand on voit déjà qu'on a du mal à utiliser Taproot, alors que ça commence à faire voilà 2 ans que c'est là, et que pour l'instant la seule adoption qu'on a, c'est du ordinals, quoi. Donc c'est-à-dire pas du tout l'utilisation qu'on voulait en avoir au départ. Et ben c'est dommage. Voilà. J'ai parlé du fait que dans les DLC, on n'a pas du tout le début d'une réflexion sur utiliser Taproot dans les DLC. C'est dommage. Euh, Après, sur Lightning, on a des débuts de réflexion sur les PTLC, mais voilà, c'est des débuts de réflexion. Et c'est normal, c'est parce qu'il y avait Musig 2 à faire avant, etc. Mais tout ça, ça montre que bah, on a déjà beaucoup à faire avec Taproot et il faut peut-être pas se précipiter pour faire une autre soft fork alors qu'on maîtrise pas encore déjà ce qu'on peut faire avec Taproot, quoi. Donc bon, l'argument se reçoit. Euh, Maintenant, bon, on va quand même en parler évidemment des Covenants parce que bah il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dessus aujourd'hui, justement parce que bah, les grands projets des dernières années commencent à arriver à leur terme, ils commencent à être merged dans Bitcoin Core, et donc là, les développeurs commencent à s'intéresser à d'autres choses, ce qui est normal et ce qui est très bien.
Il y a le package relais aussi, qui est un très très gros sujet. Il faudra peut-être un moment je sais pas, on verra si on fera un space là-dessus ou pas. Mais il passe énormément de temps sur le package relais aussi. Voilà. C'est passionnant. On va avoir encore de beaux débats là. Ça va être sympa. Ouais, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais moins que tout ce qu'on a couvert l'année dernière. On a quand même couvert les principaux sujets, donc c'est pour ça qu'on ralentit un peu le rythme aussi, quoi. En plus, ce qui est sympa avec les covenants, c'est que c'est pas réellement je suis pour ou je suis contre. C'est je suis pour le 119 mais pas le 118. Je suis pour 119, 118 mais pas le 345. Je suis pour pour les non récursifs, mais les récursifs on verra plus tard. Euh, donc il va y avoir pas mal de débats là-dessus. Ça va être sympa. Et d'ailleurs, toi, juste comme ça, pour un peu teaser pour la semaine prochaine, on te dit aujourd'hui 118, 119, 345, tu l'implémentes? Les trois en même temps, Ouais, les trois, soyons fous. j'hésiterais sur le 345, mais le BIP 118 et le BIP 119, pourquoi pas. Mais le 345, je suis pas encore méga convaincu de son intérêt. Peut-être plus pour le 345, j'hésiterais plutôt à dire est-ce qu'on ne devrait pas travailler sur la proposal de Salvatore, qui permet de faire assez naturellement le BIP 345, mais qui permet de faire aussi beaucoup plus. Donc c'est quand même très intéressant, quoi. Ok, ok. Bon, bah sympa. Eh ben, soyez bien présents quand on va faire notre gros space sur les covenants. Ça va être sympa. Puis on va vous expliquer tout ça, toutes les implications. On clôture? Ça te va? Yes, yes, je pense que c'est Ok, bon. super. Bon, eh ben, merci à tous d'avoir écouté ce Space Cake 42, questions-réponses. Merci à Panta, mon coéquipier du soir. Et puis on se retrouve soit dans les prochaines semaines, donc ça sera le mercredi soir dans les prochaines semaines. Regardez sur Twitter, on vous l'annoncera, pour un space technique, gros space technique sur les covenants. On parlera du BIP 118, on parlera du BIP 119, du 345 et de toutes les autres propositions, des futurs débats qu'il va y avoir là-dessus, et on vous expliquera tout ça. Voilà, merci à tous, bonne soirée, Bonne soirée tout le monde. ciao ciao. Salut. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!